bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre. Je suis Jérôme Dassini, je suis directeur des affaires publiques de Valobat. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde organisée par Valobat. La responsabilité élargie du producteur dans le bâtiment, quelle valeur pour la diversité des acteurs. C'est un moment important pour nous. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille le sujet. Vous avez peut-être l'information que le 30 septembre dernier, nous avons été agréés par les pouvoirs publics pour mettre en œuvre cette responsabilité élargie du producteur. Et à ce moment important, on a voulu donner la parole aux acteurs qui vont faire cette responsabilité élargie du producteur. Alors, des fabricants et des distributeurs de matériaux et de produits de la construction. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Gruat, qui est président de l'AIMCC. L'AIMCC, c'est l'association des industries des produits et matériaux de construction. Bienvenue à vous. Monsieur Franck Bernigaud, vous êtes président de la FDMC. La FDMC, c'est la Fédération des distributeurs des matériaux de construction. Bienvenue. Des maîtres d'ouvrage, Monsieur Franck Hovorka, vous êtes directeur technique et innovation à la Fédération des promoteurs immobiliers de France. Bienvenue. Et puis, bien sûr, des entreprises de la construction et du bâtiment. Philippe Mazet, vous êtes délégué général EGF BTP. Bienvenue à vous. Monsieur Jean-Yves Labatte, vous êtes artisan pâtrier plaquiste. Vous êtes président de l'UNA des métiers techniques du plâtre et de l'isolation et administrateur de la CAPEB. Bienvenue à vous. Et puis Éric Durand, vous êtes directeur des affaires techniques de la FFB. On va entamer un dialogue sur le sujet de la responsabilité élargie du producteur. Mais avant ça, je vais céder la parole à Hervé Demestre, le président de Valobat, voilà, qui va vous brosser un portrait général de la REP et de Valobat. Merci Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Alors je vais essayer de ne pas être trop long au début. L'idée c'est de mettre un petit peu en perspective le sujet de la REP. Vous avez entendu le mot REP, j'imagine, responsabilité élargie du producteur, et surtout d'évoquer le sujet plus large de l'économie circulaire dans le bâtiment. Voilà, alors d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle du bâtiment? Des chiffres qui donnent un peu le vertige, hein, plus de 120 milliards d'euros de travaux annuels. 400 000 entreprises, 1,5 million d'actifs, la majorité des salariés, mais aussi beaucoup d'artisans. Alors si on parle de matériaux, plus de 100 millions de tonnes chaque année de matériaux mis en œuvre. Et si on parle de déchets, de déconstruction, on parle de plus de 40 millions de tonnes de production de déchets annuels par le bâtiment en France. Alors d'abord, on peut peut-être se rappeler que sur ces 40 millions de tonnes, aujourd'hui, il y en a grosso modo les 3/4 qui sont de fait réemployés, réutilisés, recyclés aujourd'hui. Les 3/4, ce qui est finalement une performance, on oublie de le dire, mais je pense que ça vaut le coup de le dire, hein, on a le droit de entre guillemets, de se faire plaisir un petit peu, ce qui est une performance par rapport à d'autres filières déjà significative. Mais les 3/4, ça veut dire qu'il en reste 1/4. Ça veut dire qu'il y a plus de 10 millions de tonnes aujourd'hui de déchets produits par nos activités du bâtiment qui, en fait, à la fin, vont à l'enfouissement. Voilà. Et donc, ça situe bien un peu les enjeux de développement de l'économie circulaire. 10 millions de tonnes qu'on pourrait réemployer, qu'on pourrait recycler, qu'on pourrait valoriser. C'est plein de bénéfices potentiels. D'abord, un bénéfice pour la planète, hein. Si on essaye de calculer à peu près, c'est probablement 2 millions de tonnes d'évitement de CO2 possible si on arrive à recycler ces 10 millions de tonnes. C'est de la matière première, de la bonne matière première réutilisable pour fabriquer des matériaux ou pour réemployer. Donc c'est aussi quelque part de la souveraineté pour notre activité. L'activité du bâtiment, elle a parmi ses nombreuses qualités, elle est locale, hein. Et les matériaux, les produits sont fabriqués massivement sur les territoires français. Et donc, réutiliser de la matière première, eh ben, c'est aussi notre souveraineté industrielle qui est aujourd'hui importante. Et puis, les collectivités locales ne manquent pas une occasion de le rappeler.
développer l'économie circulaire dans le bâtiment, ça devrait contribuer aussi à diminuer ce fléau des dépôts sauvages qui dénaturent nos campagnes. Alors, évidemment, les dépôts sauvages, ce n'est pas que les déchets du bâtiment, mais on espère fortement qu'en développant l'économie circulaire dans le bâtiment, eh ben, on va contribuer aussi à améliorer ce sujet. Voilà, alors, moi j'ai envie de nous faire rêver 2 minutes un petit peu, en tout cas tous les partisans de l'économie circulaire dans le bâtiment, de nous projeter dans une dizaine d'années. Alors on se dit, on est en 2032, ça fait 2 fois que l'État a agréé des éco-organismes, on est à la 2e période de la REP, on espère que notre activité s'est transformée assez largement pour devenir beaucoup plus circulaire. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire, elle s'est transformée? Ça veut dire qu'en fait, beaucoup d'acteurs qui sont représentés par les personnes qui sont là autour de la table, ils ont adapté leur façon de travailler de façon assez drastique. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait plein de choses intéressantes. Et alors le résultat, c'est qu'il y a 3 choses nouvelles qu'on pourrait résumer qui changent nos façons de travailler. La première chose, c'est que les bâtiments sont éco-conçus. Ça veut dire que ceux qui les conçoivent ont réfléchi à l'approvisionnement, au démantèlement et à la fin de vie. Ça veut dire qu'on conçoit nos bâtiments pour que leurs constituants soient démontés, puissent être réutilisés, et si on n'a pas pu les réutiliser, qu'ils soient recyclés. Pour avoir été dans l'industrie de la construction des matériaux pendant quelques années, je peux vous dire que c'est un vrai changement. C'est pas vraiment comme ça qu'on conçoit dans l'ensemble nos matériaux aujourd'hui. Deuxième changement, ces produits et ces matériaux, en fin de vie, ils sont systématiquement réemployés si c'est possible. Ça veut dire qu'avant d'en faire un déchet, on se pose systématiquement la question, est-ce que je ne pourrais pas le réutiliser ailleurs? Voilà. Et là, vous voyez bien que ce n'est pas tellement ce qui se passe aujourd'hui, ou en tout cas, ça se passe de façon assez rare. Voilà. Et puis, si on n'a pas réussi à les réemployer, ils sont systématiquement recyclés ou valorisés. Et ça fait que l'approvisionnement de notre industrie des matériaux de construction en France, le déchet, ce qu'on appelle aujourd'hui le déchet, est devenu, en 2032, voilà, je l'espère, sa source première de matières premières, sa source stratégique de matières premières. Voilà. Voilà ce que j'espère, voilà ce qu'on est en train de vouloir construire pour dans une dizaine d'années. Et alors c'est là où messieurs, vous me voyez venir, ça veut dire que tout le monde a changé, tout le monde s'est adapté, et j'espère pas dans la douleur. Ça veut dire d'abord que les maîtres d'ouvrage, avec leurs assistants maîtres d'ouvrage, systématiquement ont conçu des bâtiments qui sont réemployables. Ça veut dire que systématiquement sur les chantiers, on appelle des opérations de curage. L'opération de curage, c'est avant de démolir, on fait une vraie déconstruction sélective et on va reprendre les éléments pour pouvoir les réutiliser. Donc voilà, on est en 2032, ça se fait systématiquement sur tous les chantiers. Vous me suivez, vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Ensuite, donc, ces professionnels du curage sont appelés systématiquement, ils sont mobilisés et ils extraient ces produits et ces matériaux. Et derrière, il s'est développé une vraie industrie du réemploi. Alors, le réemploi, c'est-à-dire réutiliser des constituants du bâtiment sans qu'ils deviennent des déchets, en fait, ça existe aujourd'hui. Ça a existé de tout temps dans le bâtiment, ça existe aujourd'hui, mais l'estimation, c'est que c'est peut-être 0, quelque chose % de la réalité des déchets. Voilà. Pour plein de raisons, c'est très compliqué. Et voilà, on est en 2032, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tout plein d'acteurs locaux qui ont organisé la reprise sur des points de reprise de réemploi de ces produits. Et il y a des plateformes nationales qui stockent, qui répertorient ces constituants et qui en permettent le réemploi de manière à ce que les maîtres d'ouvrage puissent les faire réemployer sur leur chantier. Ensuite, il y a les artisans du bâtiment, les entreprises de grosse taille comme de moyenne taille. Et là, ce qui a changé significativement, c'est que sur tout leur chantier, ils trient, ils séparent les matériaux, les constituants, selon des logiques de tri qui vont permettre derrière le recyclage. Voilà.
on n'a plus ou on a très peu de la bonne vieille benne en mélange, voilà, qui est aujourd'hui quand même beaucoup sur les chantiers. Et pourquoi on a pu ça? Parce que le fait de trier, ce geste vertueux, eh ben, ça va permettre à l'issue que ce déchet prenne de la valeur et qu'il puisse être recyclé, réemployé. Alors je continue. Les gestionnaires de déchets, de toute nature, de toute taille, ils sont plus que jamais des acteurs majeurs de l'activité de collecte, de tri et de réemploi. Ils ont conçu des nouveaux contenants, ils ont conçu des nouveaux systèmes logistiques pour pouvoir aller ramener les produits qui s'adaptent à la réalité des territoires et des chantiers. Il y a des centres de tri qui maillent l'ensemble du territoire et qui irriguent finalement l'industrie. Et les industriels ont adapté leurs outils de manière à ce que les produits issus du recyclage, cette matière première, deviennent finalement leur matière première principale. Et les produits qu'ils conçoivent sont éco-conçus dans cet esprit. Et puis j'ai oublié les distributeurs, me dirait mon voisin, voilà, mais je ne les ai pas oubliés. Alors les distributeurs, ils incitent d'abord leurs fournisseurs et leurs clients aux bonnes pratiques de l'économie circulaire, ça veut dire l'éco-conception et ça veut dire le tri à la source. Et puis, ils reprennent les produits en vue du réemploi et ils sont finalement plus que jamais le maillon essentiel logistique de cet ensemble, de cette chaîne qui, de verticale, est devenue circulaire. Voilà, on est en 2032 et on est engagé dans ce mouvement de l'économie circulaire, ce mouvement extrêmement puissant et profond qui va transformer le bâtiment. Alors, ça, c'est 2032. Aujourd'hui, on est en 2022. 1er janvier 2023, qu'est-ce qui va changer qui, normalement, devrait être un peu décisif pour inciter à ce que ce mouvement s'accélère? C'est la mise en place de cette filière de responsabilité élargie du producteur dans le bâtiment, donc qui a été décidée par le gouvernement au 1er janvier 2023. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la responsabilité élargie du producteur? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le principe du pollueur-payeur. Donc le principe, il est assez simple. C'est que celui qui met sur le marché, qui vend un composant ou un produit, en fait, il va assumer la responsabilité de financer, voire d'organiser la fin de vie des produits qu'il met sur le marché. Alors ça existe depuis... en fait, c'est un principe qui est inscrit dans la loi française depuis 1975 et la première filière de responsabilité élargie du producteur, elle date de 1992, c'est la filière des emballages ménagers. 1992, c'est maintenant votre poubelle jaune chez vous. Voilà. Et depuis, il y a de nombreuses filières qui sont mises en œuvre. On connaît très bien la filière des équipements électriques, on connaît bien celle des meubles. Voilà. Et la loi AGEC, d'il y a quelques années, a décidé de lancer plusieurs dizaines de nouvelles filières REP, ce qui va donner un puissant mouvement d'accélération à tout ça. Et donc en 2023, c'est le bâtiment. Voilà. Alors, c'est là qu'interviennent les éco-organismes, c'est là qu'intervient Valobat. Donc je vais quand même vous dire un petit mot de Valobat pour vous dire un peu ce que nous espérons faire au service des acteurs du bâtiment pour que ça marche, pour que chacun puisse jouer son rôle et se transforme comme je l'appelle de mes voeux. Un éco-organisme, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça prend en charge cette responsabilité du producteur en collectant des éco-contributions. Donc en fait, les producteurs financent des éco-organismes par des éco-contributions. À chaque fois qu'ils vont vendre un produit sur le marché, il y a une petite part de leur vente qui va servir à financer les éco-organismes. Et ces éco-organismes, donc Valobat est une entreprise de droit privé à but non lucratif, va utiliser cette éco-contribution pour financer la reprise des déchets triés et ensuite le tri si nécessaire, la collecte en amont, le recyclage, le réemploi de tous ces matériaux. Voilà, donc c'est un mouvement à somme nulle, puisque les éco-organismes sont à but non lucratif. C'est un mouvement qui est vertueux. Il y a un financement en amont qui pèse sur le prix des matériaux, mais qui va permettre à l'industrie du déchet de trouver un équilibre économique qui va permettre d'accélérer le recyclage et le réemploi. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors Valobat, c'est un éco-organisme qui a été créé ad hoc, il y a maintenant 1 an, par plusieurs dizaines d'industriels et de distributeurs, metteurs sur le marché, pour mettre en œuvre cette responsabilité élargie du producteur dans le bâtiment.
Voilà, Valobat, c'est 42 actionnaires, c'est 500 préadhérents aujourd'hui, tous des acteurs qui contribuent à cet éco-organisme parce qu'ils sont persuadés que ça va apporter du bien à la filière du bâtiment. Ils le font, je les en remercie tous les jours parce qu'ils le font en finançant l'éco-organisme. Leur premier mouvement, c'est de dépenser pour financer un éco-organisme. Et dans cette REP, la première chose qu'ils feront, c'est qu'en fait, ils vont continuer à financer cet éco-organisme sans bénéfice financier, puisque l'éco-organisme est à but non lucratif. Voilà. Et donc, nous avons conçu, grâce à leur aide, un éco-organisme dédié à la filière du bâtiment. Alors, quand je dis dédié à la filière du bâtiment, la difficulté de la filière du bâtiment, quand on parle de recyclage de déchets, de réemploi, etc., c'est que la diversité des produits et des matériaux dont on parle est gigantesque. Il y a du béton, il y a des métaux, il y a des plastiques, voilà, il y a de tout. Des produits qui sont plus ou moins faciles à recycler, des produits qui sont aujourd'hui plus ou moins recyclés, des filières qui sont toutes différentes. Et donc, on a voulu un éco-organisme auquel contribuent, et c'est le cas aujourd'hui, des représentants de toutes ces filières de matériaux. Donc, dans les préadhérents et les actionnaires de Valobat, il y a des distributeurs, des fabricants de toutes ces familles de matériaux et des représentants de toutes les tailles de metteurs en marché qui existent dans le bâtiment. Et vous savez que il y en a toutes les tailles, voilà, depuis des PME jusqu'à des grands groupes internationaux. Voilà, et tous ces gens-là sont représentés chez Valobat. Et notre volonté, c'est de créer une filière sur le mode de la co-construction. Cette co-construction, elle s'organise dans des comités de secteur organisés par famille de matériaux. Il y a un comité de secteur pour le bois, il y a un comité de secteur pour les plastiques, etc., etc. Au sein de ces comités de secteur, on réfléchit aux filières de réemploi, de recyclage. On réfléchit à ce qu'il va falloir faire pour les développer. Et puis, on réfléchit à la typologie des matériaux qui vont être assujettis et qui vont payer l'éco-contribution. Et à la fin, on élabore un barème. Et en fait, ce sont les producteurs qui élaborent collectivement le barème. Donc, co-construction à l'intérieur de l'éco-organisme pour bâtir cette filière. Et puis, co-construction, et c'est là où je suis très content d'avoir tous les acteurs avec nous ce matin, au sein de l'éco-organisme, par le biais notamment d'un comité des parties prenantes, où l'idée c'est de faire travailler ensemble tous les acteurs du bâtiment pour que chacun puisse trouver sa place. Voilà. Et nous, à la fin, notre rôle en tant que Valobat, c'est d'être au service de tous ces acteurs pour que ce petit objectif de 2032 que j'évoquais tout à l'heure devienne possible grâce à leurs efforts. Voilà. Je vais m'arrêter là, je pense, et puis de façon à ce que chacun puisse réagir à tout ça et nous parler des enjeux tels qu'il peut les percevoir pour sa profession et de ce qu'il va falloir faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hervé de nous avoir dessiné ce cadre, de nous avoir projeté en 2032. Mais aujourd'hui, 4 octobre 2022, voilà, moi la première des questions que j'ai envie de poser, c'est quel accueil vous faites à ce dispositif alors qu'il va se déployer en 2023 ? Alors, il faut commencer par quelqu'un, peut-être Éric Durand de la Fédération française du bâtiment. Merci Jérôme. Quel accueil ? Positif, très positif. On est bien évidemment favorable au principe de la REP. Merci, même si on n'a pas attendu 2023 pour travailler sur les déchets. Et merci Hervé d'ailleurs d'avoir rappelé qu'on recyclait déjà les 3/4 des déchets du bâtiment. Nous, ce qu'on attend du dispositif, c'est bien évidemment de continuer à aller toujours plus loin dans le recyclage, dans le réemploi, nous aider vraiment à développer le réemploi, parce qu'il y a beaucoup de freins techniques et juridiques aujourd'hui au réemploi, et à lutter contre les dépôts sauvages. Et pour aller aussi tous ensemble plus loin dans les pratiques de tri, avec une reprise gratuite des déchets triés. On attend aussi que la filière industrielle puisse aller encore plus loin dans la R&D pour recycler des produits qu'on ne recycle pas encore bien techniquement ou économiquement aujourd'hui. Alors par contre, nous, le bémol que nous avons là-dessus, c'est, on l'a déjà dit d'ailleurs, c'est la date. La REP a été repoussée déjà une fois, et quand elle a été repoussée, nous avons alerté très fort en disant « il ne faut pas qu'on se retrouve un an après sans avoir les tenants et les aboutissants ».
aujourd'hui, c'est que tu l'as dit avec justesse, il faut que ça parte, on est d'accord, il faut que ça parte un jour. Hein. La REP, elle va être mise en place au 1er janvier 2023. Nous, entreprises et artisans, on a appris vendredi que Valobat ainsi que 2 autres éco-organismes avaient été agréés, on est très contents. Apparemment, il y en a sans doute un 4e qui pourrait ou pas, d'ailleurs, on ne sait pas encore, être agréé prochainement. Mais on n'a toujours pas les barèmes des contributions. On n'a toujours pas exactement... on ne connaît pas, mais ce qui est logique, c'est pas du tout une critique de vous, en tout cas. Hein. On ne connaît pas les matériaux exacts, quel type de produit. On va falloir que nos entreprises payent en plus. Ça, c'est le point 1. Et les marchés, nous, on les traite... en janvier, les produits, on paiera plus cher des produits sur des marchés qui sont déjà traités sans avoir intégré ces hausses que nous ne connaissons pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi qu'on ne connaît pas encore exactement les conditions de quels déchets vont être repris gratuitement ou pas. Si, par exemple, on me dit que les bris de verre ne sont pas repris et qu'on dit à nos artisans qu'on va leur refuser leur benne de fenêtre parce qu'il y a quelques morceaux de verre brisés à l'intérieur, ça va être très compliqué à faire passer. Le plâtre, si on ne reprend que le plâtre neuf ou s'il y a un bout de tapisserie dessus, on ne le reprend pas, ça va être un problème. Je ne dis pas que ça va l'être. Je dis que nous, on ne le sait pas aujourd'hui, qu'on a vraiment besoin de travailler avec vous pour harmoniser les règles des différents éco-organismes et pour qu'on puisse communiquer concrètement, pratiquement. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi dire. Qu'est-ce qui va changer exactement pour vous le 1er janvier, le 1er février, le 1er mars à mes artisans qu'on a besoin. Et excusez-moi, je reviens aussi, il y a un point très fort sur lequel on compte beaucoup sur vous, c'est nous aider à développer les points de collecte. Parce qu'il y a le fait, ce qui compte pour nos entreprises, c'est bien évidemment la reprise gratuite, ça va dans le bon sens, mais s'il faut faire 50 km pour aller porter ces déchets, ça ne marchera pas. Donc on aura toujours des dépôts sauvages. Donc si on veut vraiment lutter contre les dépôts sauvages, il faut qu'on aille plus loin dans ce sens-là. Merci. Ben, merci beaucoup, c'est très clair. Donc il y a plein de points d'attention et de vigilance qui vont faire effectivement cette REP. Si on se place maintenant du côté des matériaux, Monsieur Gruat, est-ce que quel est l'accueil que vous faites à cette responsabilité élargie du producteur? Ben, écoutez, très positif. Donc c'est un accueil des industriels qui étaient volontaires et qui ont été volontaristes dans cette démarche. On connaissait la loi AGEC et si Hervé était en 2032, moi je vais mettre en 2019. Donc on apprend que la REP bâtiment va être lancée. Et donc à l'époque, mon prédécesseur réunit l'ensemble des fédérations des industriels pour étudier cela et met en place une démarche au niveau de l'ensemble des industriels, encore une fois volontariste. Mon prédécesseur, c'était Hervé, donc à la tête de l'IMCC, donc encore une fois, merci encore d'avoir lancé tout ça. Et donc, on a beaucoup travaillé à ce moment-là. Comme Eric, on peut déplorer les atermoiements et on peut dire aussi les incompétences parfois de nos interlocuteurs de l'administration, dans la mesure où quand on mélange méconnaissance et précipitation, c'est pas toujours très facile. Bon, on s'en est quand même sorti, on a beaucoup travaillé tous ensemble, et puis effectivement, côté industriel, donc les éco-organismes ont été créés, d'autres se sont engagés dans la démarche, et donc, comme le disait Eric, aujourd'hui, il y a donc des décrets qui sont sortis, les arrêtés, et puis des éco-organismes qui sont agréés. Et donc, on est... alors, je reprends aussi le point du calendrier. C'est vrai que c'était un peu précipité, et donc il y a eu déjà un report de date. Ensuite, il y a eu des demandes, et puis bon, du coup, c'est le 1er janvier 2023. Les éco-organismes sont prêts, on peut s'en féliciter. Les industriels font tout pour être prêts. Donc effectivement, on attend encore quelques informations dans les 3 mois qui viennent. Mais sachez que côté donc, industriel, puisque c'est notre responsabilité, je dirais, de producteurs, nous sommes prêts et prêts aussi à aider la filière aval, parce que c'est là où ça va se compliquer un petit peu, à les aider au maximum. Mais en tout cas, d'un point de vue... équipe, moyen,
on a mis beaucoup de moyens, puisque les éco-organismes sont une émanation des industriels, pour que ça se fasse. Maintenant, nous allons donc aider de la filière aval, et je pense que c'est maintenant la suite des distributeurs et les entreprises, et puis les maîtres d'ouvrage, de s'exprimer sur le sujet. Voilà, sur l'accueil, j'entends. Peut-être maître d'ouvrage, effectivement, Monsieur Hovorka, vous êtes donc à la FPI, donc la promotion immobilière. Quelle réaction à cette filière qui arrive? Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je ne peux que m'associer à la vision d'Hervé Demestre en 2032. Mais par contre, le constat, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas du tout ce qu'il faut pour y arriver. Le premier constat que je vais partager avec vous, c'est que l'éco-contribution va être versée par l'acquéreur du produit lors du premier achat, comme un coût supplémentaire à ce stade. Nous sommes d'accord. Donc, l'entreprise qui achète un produit va donc intégrer cette éco-contribution dans son prix qu'il donnera à son maître d'ouvrage, sur lequel on appliquera une TVA. Et vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que nous, l'éco-contribution, c'est double peine. In fine, pour nos clients. Première peine, on paye une éco-contribution qui n'est pas tracée, qui est noyée dans le prix. Deuxième élément, on va payer dessus une TVA, puisqu'on va payer la TVA sur le coût supplémentaire de l'éco-contribution. On parle de plusieurs milliards d'euros d'éco-contribution, ça fait donc plusieurs centaines de millions d'euros de TVA supplémentaire qui s'appliquent au marché. Voilà où on en arrive. Je ne pense pas que c'était l'objectif de l'éco-contribution, puisqu'il fut un temps question d'avoir une traçabilité et de pouvoir reporter l'éco-contribution sans y ajouter des marges et de la TVA in fine dans le coût de construction. Alors comme l'a dit mon collègue Éric Durand sur les bâtiments, ça tombe bien, ça arrive juste un moment où il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de pénurie sur les matériaux et il n'y a pas d'augmentation des prix. Donc c'est vraiment le bon moment de le faire. Voilà, donc c'est la loi, tu as raison Philippe, c'est la loi, mais il n'en reste pas moins que le législateur peut aussi, dans la façon de se projeter sur la vision de 2032 évoquée par Hervé, qui nous convient tous, puisque c'est là-dessus qu'on travaille, comme l'a rappelé Hervé Demestre, les 3/4 des déchets sont aujourd'hui recyclés ou réemployés. Donc là aussi, ne nous flagellons pas. Il y a vraiment un travail qui nous emmène vers cette vision de 2032 sur laquelle on est tous d'accord, qui nécessite de travailler comme on l'a fait pour la réglementation environnementale 2020 sur le poids carbone des produits avec la création, grâce aux acteurs et notamment à la IMCC, des fiches de données environnementales et sanitaires qui sont répertoriées dans une base qui permettent de tracer les produits, d'en connaître l'impact. Nous souhaiterions une vision similaire sur le positionnement du produit dans le bâtiment, son identification. On parlait tout à l'heure avec Hervé, vous parliez de démontage des constructions. Imaginez que nous ayons eu l'information sur où sont les produits amiantés dans les immeubles et l'économie que nous aurions pu faire quant au démantèlement des immeubles qui contenaient de l'amiante. Donc là, on a la capacité de le faire. Nous disposons des outils digitaux pour le faire, des bases de données qui permettraient de le faire. Donc je suis un peu malheureux, je ne vous le cache pas, parce qu'on est tous d'accord sur cette vision qui implique de mieux concevoir, de traiter les produits dans leur capacité à être démontés, démantelés, réemployés, recyclés. Mais je pense qu'on a mis la charrue avant les bœufs, qu'on s'est précipité et que effectivement la loi a voulu que nous allions vite, mais sa mise en œuvre ne permet pas du tout d'atteindre l'objectif de 2032. Et je ne vous cache pas que je suis beaucoup moins optimiste qu'Hervé, car je crains que la façon dont on travaille là fasse qu'en 2032, on soit en train de régler les problèmes de tuyauterie plutôt que d'être dans la vision qu'il évoquait tout à l'heure. Bon, merci. Alors, ceux qui s'attendaient à des propos lénifiants à cette table ronde, vous voyez bien que la responsabilité élargie du producteur, c'est se parler vrai et c'est se parler des points d'attention du métier. Alors, poursuivons justement, Monsieur Jean-Yves Labatte, vous représentez la CAPEB. Quel est votre accueil et quels sont aussi vos points d'attention? Alors, je vais manquer d'originalité parce que tout ce qui vient d'être dit va dans le bon sens. Juste rappeler que l'artisan, déjà à la base, triait beaucoup. C'était
une philosophie que l'on avait déjà dès le départ. Donc de ce côté-là, ça ne va pas nous changer grand-chose. Juste, je dirais, quatrier, comme disait Eric auparavant. Pour le point de vue de la CAPEB, je dirais la chose suivante, c'est qu'on met un peu en doute la bonne mise en place de la REP au 1er janvier 2023. Alors, on est pour, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais le souci, c'est qu'on avait rencontré en novembre 2021 le cabinet du Premier ministre qui nous avait dit tout sera réglé avant les élections avant les élections présidentielles, vous verrez, on aura le temps de se mettre en place, tout ça, ça nous allait très bien, à part que bon, ça n'a pas été le cas. Donc, résultat de l'opération, on manque de délai de prévenance. Donc, ça veut dire que la mise en place des éco-organismes, le besoin de mettre en place les conventions avec les points de collecte, comment dire aussi, mettre aussi en place les points de collecte dans les tris, tout ça, ça va énormément compliquer la chose et je pense que de ce côté-là, ça va être assez compliqué au 1er janvier. Je dirais aussi que ça va avoir un impact un peu économique sur les entreprises parce que n'ayant pas le délai de prévenance, on ne va pas connaître le barème, donc on ne va pas pouvoir faire appliquer ça à la fois sur les devis et sur les factures parce que malheureusement ou heureusement, on a des artisans qui ont des carnets de commandes qui sont assez importants et vont intervenir sur 2023 avec des devis déjà signés et malheureusement, ils ne pourront pas, je dirais, faire appliquer l'éco-contribution sur leurs factures. Et pour finir, ça va aussi impacter un petit peu les trésoreries je ne connais pas le montant aujourd'hui, mais forcément, ça va impacter un peu les trésoreries des entreprises parce que au 1er janvier, qu'est-ce qui va se passer? Comme les points de collecte ne vont pas être bien en place, certaines entreprises vont devoir à la fois payer l'éco-contribution à partir du 1er janvier et également payer leur accès à leur déchetterie. Donc, pour certains comme moi-même, ce sera une double peine. Voilà ce que je pouvais dire sur la mise en place. Après, il n'y a pas de souci, on va aller de l'avant, il faut qu'on travaille. Je crois que plus on sera autour de la table et plus on pourra travailler, et plus on mettra en place le système circulaire et plus on gagnera en temps et en argent. Voilà. Entendu, merci pour cette prise de parole. Chez les distributeurs, Monsieur Bernigaud, quel est votre accueil? Comment vous percevez? Alors, bonjour à tous. On ne va pas se mentir, on n'a pas sauté au plafond quand la loi AGEC est arrivée. Il faut savoir que la question des déchets est assez familière pour les distributeurs, puisque depuis la loi de 2015, la loi Allure, on est déjà dans l'obligation de récupérer, d'apporter une solution de récupération des déchets à nos clients dans un rayon de 10 km. Donc 90% de nos points de vente sont assujettis, donc c'est ce qui se passe. Donc on est assez familier avec ça. Par contre, en tant qu'intermédiaire indispensable à la profession, mais on est entre le marteau et l'enclume, donc je ne vous cache pas que la nouvelle loi est beaucoup plus contraignante, beaucoup plus impliquante, avec une obligation de résultat encore plus forte. Et on est toujours un peu dans le flou, on attend de démarrer. Je ne cache pas qu'on est finalement maintenant assez impatient de rentrer dans le vif du sujet et de savoir un peu à quelle sauce on va être mangé, puisqu'on a une problématique importante, nous, de foncier à mettre en place, d'hommes à mettre en place, parce que c'est un métier, la récupération des déchets, nos magasiniers ne sont pas du tout formés à cela, donc c'est peut-être qu'est-ce qu'il va falloir embaucher. Et tout cela demande beaucoup de financement également. On sait que c'est prévu par les éco-organismes, mais on attend d'avoir la liste des services proposés et comment tout cela va être financé, parce qu'on est relativement un peu inquiet sur ces sujets-là. Bon, après, effectivement, on reste très positif sur la démarche vertueuse, puisqu'on est tout à fait dans cette démarche. Il est hors de question d'aller contre. Bon, j'ai eu des adhérents qui voulaient aller au recours tout de suite, donc on a dit non, évidemment. C'est pas la bonne solution. On travaille depuis longtemps sur le sujet, donc il faut rester positif, mais bon, on a une assez grande inquiétude du résultat. Comment ça va se passer? Voilà.
Bien, merci. Monsieur Mazet, pour EGF BTP, alors cette REP, comment vous l'accueillez? Bon, on m'a toujours dit qu'il valait mieux se répéter que se contredire. Donc, sans surprise, je vais un peu répéter ce qu'ont dit les intervenants précédents, qui sont nos partenaires, aussi bien les maîtres d'ouvrage que nos partenaires sous-traitants, en quelque sorte, représentés par la FFB et la CAPEB. Sur le fond, on est très positif, d'abord parce que nos entreprises, les entreprises générales, c'est les grandes et les ETI, sont engagées depuis longtemps. Donc tout ce que Hervé Demestre a tracé tout à l'heure comme perspective dès la conception, on travaille souvent en conception-réalisation, donc l'éco-conception, c'est une des marques de fabrique de nos entreprises générales, jusqu'à la gestion du chantier, la coordination de l'ensemble du chantier avec nos partenaires sous-traitants, et puis l'aval aussi bien le tri, la collecte, le transport, que nous menons déjà avec d'autres partenaires que ceux qui vont arriver, et nous avons ce souci aussi de la qualité environnementale pendant tout le cycle de vie du bâtiment, parce que très souvent, nous travaillons en marché global de performance dans le temps. Donc nos entreprises sont engagées dans tout ça. La loi arrive, ça va développer ce cycle vertueux. On est très positif. En revanche, et c'est là que je vais me répéter avec nos collègues, nos partenaires, c'est le calendrier qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on a fait pendant l'année écoulée? Il y a un an, on nous a dit, on reporte et on sera vraiment prêt au 1er janvier 2023. Qu'a-t-on fait pendant cette année? Aujourd'hui, nous remettons des offres sans savoir ce que va coûter l'éco-contribution, sans savoir quel service il y aura en face. Alors, on pourrait dire qu'on chipote et qu'on est un petit peu toujours à se plaindre, etc. Non, je voudrais juste rappeler un élément économique. On parle de quelques pourcents du coût des matériaux qui, divisé par 2 ou 3, représente quelques pourcents du coût d'un projet. C'est pas l'épaisseur du trait pour nous, c'est la marge que réalisent les entreprises du secteur sur un chantier. Donc il est question d'un trait très épais qui représente la marge de nos chantiers. Aujourd'hui, on remet des offres sans savoir. Nous sommes à moins de 3 mois du coup d'envoi. On a déjà remis des offres. Je crois que c'est pas bon. C'est bon pour personne. J'entendais Franck et les maîtres d'ouvrage s'inquiéter. Nos partenaires sous-traitants aussi. Je crois que le calendrier n'est pas le bon. Je pense que quelques mois de plus qui permettraient de réaliser ce passage dans de bonnes conditions, ça serait mieux pour tout le monde. Bon. Merci. Voilà, le cadre au moins est dressé. Peut-être je vais donner la parole à Hervé Demestre pour apporter quelques éléments de réponse. Parce que Valobat, évidemment, se met en ordre de bataille pour répondre pour partie à un certain nombre de vos interrogations. Oui, peut-être dans les points que vous avez évoqués, il y a principalement la question du calendrier, évidemment, qui a fait l'objet de beaucoup de débats entre les différentes fédérations, les éco-organismes, l'État ces derniers temps. Alors évidemment, j'allais dire, d'une certaine manière, c'est toujours trop tôt. Et on n'est jamais complètement prêt. Et à un moment, il faut démarrer. Donc là, il y a une date qui, je crois, a été tranchée, qui va être le 1er janvier 2023. L'État, c'est un sport national de critiquer l'État et auquel je suis moi-même aussi je suis un sportif de cet exercice de critiquer systématiquement, a quand même pris en compte un certain nombre de points pour que cette date du 1er janvier 2023 soit soutenable, je pense. La première chose, c'est que nous avons obtenu ce qu'on appelle la progressivité de la mise en œuvre de la REP. C'est-à-dire qu'en fait, le résultat de cette progressivité, c'est que le montant des éco-contributions perçues en 2023 sera finalement une fraction de l'enveloppe totale peut-être cible le jour où la filière sera montée en puissance. Donc, ce qui fait que le premier impact sur le prix des matériaux que vous avez souligné, qui était un vrai sujet pour l'ensemble des acteurs, il va être amorti, entre guillemets, sur 2023. Vous le verrez quand pour l'instant vous n'avez pas encore les tarifs des éco-organismes. Les éco-organismes ne peuvent pas
ne pouvaient pas jusqu'à maintenant les publier parce qu'ils n'étaient pas agréés. Maintenant, il y en a 3 qui sont agréés. Ça va arriver très vite quand on saura qui est agréé au total. Enfin voilà, et l'État va nous donner le signal. J'espère que ça va aller très vite. Voilà. Bon, mais une première chose, c'est que donc ce montant de démarrage va être à un montant progressif. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Et puis, cette progressivité, elle veut dire aussi que pour la mise en œuvre concrète des éléments pratiques, il y a des étapes qui vont être prévues et qui vont permettre de trouver les équilibres petit à petit. Et notamment, c'est le sujet du maillage. Franck Bernigaud soulignait que pour les distributeurs, devenir point de maillage, c'est un sujet qui est vraiment très complexe. On n'a pas la place, on n'est pas formé pour ça, on n'est pas un distributeur, il n'est pas fait pour gérer des déchets, etc. etc. Heureusement, ce qui est demandé aux distributeurs, ce n'est pas du jour au lendemain, au 1er janvier 2023, de mettre en place des points de maillage sur la totalité des points. Il y a une cible qui est fixée en fait à 2 ans pour définir un maillage sur le territoire en s'appuyant sur l'ensemble des acteurs qui existent déjà, et il y en a beaucoup, et en développant petit à petit le maillage qui sera nécessaire pour que, comme le disait Éric Durand, on n'ait pas 50 km à faire pour aller déposer ses déchets. Voilà. Et la problématique des 50 km, alors je voudrais plutôt parler de la demi-heure que des 50 km d'ailleurs, parce que ça dépend des régions. Elle se pose de manière très différente selon qu'on est dans la vallée de la Maurienne, en Guyane ou à Saint-Denis, en région parisienne. Voilà. Et donc ce maillage, on va avoir du temps. L'État nous a autorisé à trouver du temps pour le développer intelligemment en concertation les uns et les autres. Donc voilà. Donc c'est sûr qu'il va y avoir un certain nombre de choses à mettre en place, mais l'État, heureusement, nous accorde collectivement un temps pour monter en puissance. Et puis alors, je voudrais peut-être rebondir sur un des points qui a été souligné. Il y a cette question de la visibilité du coût. Alors ça, c'est un combat collectif que nous menons. Vous savez que dans des filières REP, quand vous achetez un meuble ou quand vous achetez un matériel électrique, vous voyez sur votre facture en tant que particulier le montant de l'éco-participation. Et en fait, pourquoi est-ce que vous le voyez sur le montant de l'éco-participation? C'est parce qu'il y a une loi sur ces filières REP qui dit que tous les maillons de la chaîne, depuis le producteur, le distributeur, etc., doivent répercuter visiblement l'éco-contribution sans inflation, on parlait de la TVA tout à l'heure, ni réfaction. Et ça veut dire qu'à la fin, c'est une garantie, d'une part, de visibilité, tout le monde voit de quoi il retourne, et d'autre part, qu'on ne paye pas plus que ce qui est vraiment lié. Alors, on se bat depuis le début, et je crois qu'on est un peu tous autour de la table à se battre pour obtenir qu'un dispositif du même type soit mis en œuvre pour la filière du bâtiment. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il serait particulièrement utile dans le bâtiment, compte tenu de l'extrême complexité et du nombre d'acteurs. Entre celui qui fabrique un matériau et celui qui va le poser dans un chantier, parfois il y a 5 intermédiaires. De toute nature, transformateurs, distributeurs, fabricants poseurs et que sais-je. Voilà. Et donc il y a autant d'échelons qui sont des échelons potentiels de prise de marge ou au contraire de perte, etc. Et en tout cas de manque de visibilité. Donc on se bat pour obtenir un dispositif de ce type-là. On n'a pas tout obtenu là-dessus pour l'instant. Donc on va démarrer avec un dispositif qui, ça a été dit, je crois que c'est Eric qui l'a dit tout à l'heure, ou Franck, qui est un premier pas dans ce sens-là, c'est-à-dire que le metteur sur le marché pourra, si son éco-organisme le lui demande, faire figurer sur sa facture cette éco-contribution et la répercuter exactement à son client. Et ensuite, les autres clients de la chaîne, à ce stade, sont libres de faire ce qu'ils veulent. Alors ce que j'entends entre nous, c'est que il y a eu pas mal de questions, notamment parmi les distributeurs, sur la manière dont ils allaient se saisir de ce dispositif qui est un peu entre les deux, qui ne nous satisfait pas complètement, enfin voilà. Et j'entends qu'il y a plutôt une volonté aujourd'hui de transparence. C'est-à-dire que dans la filière, les gens se disent, en fait la transparence c'est une bonne chose, donc on va plutôt l'appliquer. On aura du temps d'ailleurs pour l'appliquer parce que, by the way, il faut changer ses factures quand on veut faire ça. Donc il y a un peu de travail informatique. Là aussi, il y aura du temps pour s'adapter. Mais donc, j'insiste là-dessus pour dire que
on va démarrer là-dessus avec cette première étape de visibilité et j'espère, et en tout cas on va continuer à se battre pour que cette visibilité totale sur la filière s'impose dans les années à venir et qu'elle permette à tout le monde de voir où on en est. Je m'arrête là pour redonner la parole au débat. Bien, merci Hervé, merci pour la formalisation de ces points de vigilance et d'attention, ce début de réponse. Et de toute façon, on se projette sur les prochains mois à venir dans la co-construction. Alors ma seconde question, c'est de savoir qu'est-ce que vous attendez de Valobat, de cet éco-organisme, quels services pour chacune de vos organisations eh bien, vous pouvez attendre et exiger même. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Eric. Merci. Merci Jérôme. Alors, nous l'avons tous dit, nous l'avons tous redit, d'abord le maillage. Pour nous, c'est un point très important qu'on puisse développer, mais dans le temps, on est bien conscient que ça ne sera pas en janvier 2023, pas tout à fait, que ce sera au point. Deuxième point, des règles très claires. On a besoin d'avoir des règles claires, de connaître assez rapidement quels déchets vont être repris, comment ils vont être repris, et dès qu'on pourra communiquer sur les barèmes, ce sera intéressant. Troisièmement, développer les filières de recyclage en lien avec l'industrie et de réemploi, toujours pour lever ces points-là, et faire vraiment du bâtiment un acteur majeur de la transition écologique. Et aussi reconnaître les artisans et les entreprises qui font des choses, parce qu'on a beaucoup d'entreprises, d'artisans qui font déjà des choses. Donc c'est très bien aussi que grâce à la REP, ils puissent s'y retrouver sur le plan économique. Par contre, je me permets juste sur la transparence de la contribution. Je la comprends très bien au niveau de l'industrie, au niveau du négoce. Pour nous, au niveau entreprise et artisans, on a ce petit bémol de dire on ne va pas s'amuser à rajouter 400 lignes sur une facture, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont concernés. Et je pense qu'on est en phase là-dessus. Je pense que nous sommes tout à fait en phase là-dessus, je dirais, jusqu'au client final. Oui, effectivement, Eric, j'ai pas précisé ça, mais c'est clair que dans notre esprit, cette transparence, il ne faut pas que ça devienne une complexité administrative débile. Et donc l'idée, c'est de mettre en place quelque chose qui aille jusqu'à, mais qui n'implique pas celui qui, d'une part, est un petit artisan souvent, et qui, d'autre part, sur un chantier, va avoir plusieurs produits, et donc voilà, ça serait très compliqué. Donc, voilà. Ah oui, alors du coup, j'en profite pendant que j'ai la parole, et vous me le pardonnerez, pour Eric demande, et il a raison, le maillage, le plus vite possible et des consignes de tri qui soient les plus claires possibles. Alors là-dessus, peut-être pour vous dire ce qui est prévu aujourd'hui, ce que je pense c'est important. Donc le maillage, on va partir de l'existant. En fait, il y a déjà un maillage existant, il y a déjà des distributeurs qui reprennent, il y a les déchetteries locales, les déchetteries pro, toute la filière depuis les chantiers qui est organisée. Ce que fait Valobat, c'est qu'on a d'ores et déjà prévu les contrats et lancé des appels d'offres pour que tous ceux qui sont aujourd'hui membres du maillage puissent contractualiser et dès le 1er janvier 2023 être en relation avec Valobat. Sur les consignes de tri, là aussi, on va prévoir même une application sur Internet pour que produit par produit, on explique ce que ça veut dire que trier selon le cahier des charges, etc. Et il y a un autre travail qui est prévu, qui a déjà été engagé d'ailleurs depuis quelques semaines, entre les différents éco-organismes, puisque nous serons au moins 3 au démarrage, pour que ces consignes de tri soient harmonisées. Voilà, il n'est pas question que ce qui soit bien trié à Mende soit pas bien trié à Lyon. Voilà, donc on va travailler ensemble. Ça va se faire dans le cadre de ce qu'on appelle un éco-organisme coordonnateur qui va être organisé avant la fin de l'année, de manière à ce que ce soit la même chose partout. Voilà. Entendu. Sur Monsieur Labatte, vous voulez... Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Demestre. Ce serait bien, alors le maillage et le tri, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir un outil qui soit compatible avec l'ensemble des éco-organismes, une application qui permettrait à la fois de faire le récapitulatif des déchets, quelque chose de ludique, quoi, et avec
la possibilité d'avoir tous les points de collecte et tout, ça permettrait de faciliter aussi l'apport des tris dans les déchetteries qui seraient spécialisées. Voilà. C'est le complément que je ferai par rapport à ce qu'a dit Eric et ce que vous avez dit juste avant. Bon. Merci. Peut-être d'autres attentes avant de passer la parole à M. Hovorka? Non, c'était celle qui différenciait de tout ce qui a été dit. Parfait. Merci. Ouais. Oui, je me permets de revenir sur les collectes. Il y a aussi le fait que nos entreprises, elles n'ont pas pour vocation d'être transporteurs. Donc il y a aussi des entreprises qui vont se spécialiser dans la collecte et la récupération des déchets sur site. Donc là aussi, on attend un soutien très fort de Valobat là-dessus pour accompagner ce développement, de manière à ce que nous, nos entreprises, on souhaite que leurs collaborateurs travaillent sur les chantiers et conduisent pas des camions pour aller à la déchetterie, même si elle n'est qu'à une demi-heure. Donc là aussi, il y a un enjeu très fort de transparence, de manière à ce que, au-delà du maillage, qui est certes important, il puisse aussi se développer des entreprises spécialisées dans la collecte, voire dans l'accompagnement au tri, pour venir chercher sur les chantiers les déchets et éviter à des collaborateurs et des anges qui ont un emploi à haute valeur ajoutée de conduire un camion pour transporter les déchets. Là, on a un vrai enjeu aussi d'amélioration de la récupération et de la collecte. Oui, clairement. Ça, c'est un élément vraiment où on pense que les éco-organismes peuvent être accompagnateurs et développer ces solutions-là à des coûts compétitifs pour améliorer le service. Je veux revenir, si vous le permettez, sur la traçabilité des produits. Il est hors de question, et nous sommes tous d'accord, que nos entreprises se baladent avec autant de lignes d'éco-contribution dans leurs factures que de produits. Mais, dans le même temps, nous sommes soumis à la réglementation environnementale 2020. Et dedans, on nous demande d'assurer le suivi des composants mis en œuvre dans le chantier, avec la délivrance à la fin de l'opération d'un calcul carbone suivant les produits mis en œuvre. Il y a comme un air de famille entre l'obligation de confirmer quels sont les produits mis en œuvre conformément à la réglementation carbone et l'éco-contribution. Donc, moi, je reviens là aussi sur la nécessité d'intervention des éco-organismes. Il est hors de question que ce soit les entreprises ou les artisans ou les distributeurs qui soient porteurs de la traçabilité. Ce doit être de la responsabilité des producteurs et d'organiser une base de données qui nous permet, avec un numéro de chantier, de réidentifier, comme on le fait pour le carbone. Et on peut faire les deux en même temps, ou avec une éco-contribution générique sur des forfaits, comme on le fait pour le carbone. Et là, on a résolu le problème de la visibilité sans surcharger les entreprises, parce que c'est hors de question de les surcharger d'activités administratives à zéro valeur ajoutée. Oui, effectivement, sur la question de traçabilité, c'est vraiment un enjeu pour la filière qu'on a bien identifié. Vous savez, on travaille sur les bases d'une étude de l'ADEME, voilà, qui donne des chiffres très intéressants sur les déchets du second œuvre. L'étude nous dit clairement qu'il y a 35% du gisement qu'on ne sait pas identifier. Donc, clairement, un des enjeux de la filière, c'est d'avoir cette traçabilité depuis la mise en œuvre, effectivement, mais encore une fois, sortons des silos. À partir du moment où on doit tracer pour le carbone, pour le suivi de mise en œuvre, pour l'éventuel suivi de sinistralité sérielle, pour la capacité de rappeler des produits, enfin, on ouvre des perspectives passionnantes qui améliorent la responsabilité de chacun des entreprises et des industriels avec une meilleure transparence pour le client final. Donc, c'est là où je suis malheureux. C'est au-delà du timing, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de rater la marche de l'intersectionnalité des différentes actions à mener et d'utiliser un système d'information pour plusieurs objectifs. Monsieur Gruat. Oui, je ne voudrais pas revenir sur les propos d'Hervé, parce que je parle en tant que producteur, et donc Valobat est comme les autres éco-organismes, est une émanation des producteurs tant en tant qu'adhérents que des actionnaires. Juste sur un certain nombre de points, et notamment, pour une fois, Franck, je vais pas être tout à fait d'accord avec toi, notamment sur cette partie transport.
Comme l'a dit Hervé tout à l'heure, on n'a pas attendu, je dirais, cette REP pour reprendre les déchets du bâtiment, heureusement d'ailleurs. Et donc, il existe quand même plusieurs filières qui, comme l'a dit Hervé tout à l'heure, je dirais à 70, parfois 85%, reprennent les déchets, les recyclent. Et donc, ces filières existent et c'est tant mieux. Donc là, aujourd'hui, on est dans un changement un peu de modèle économique, même un changement de modèle économique assez complet. Et on va jusqu'à 100% avec la progressivité qui a été rappelée tout à l'heure. Sur le transport, là, il y a un coût évident, mais qui aujourd'hui est assuré par les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises ramènent les déchets du bâtiment quelque part. Donc, imposer, Hervé s'exprimera sur le sujet, mais imposer aux éco-organismes d'assurer le transport, c'est d'aller sur le chantier, de prendre les déchets triés avec des camions qui ne seront pas forcément les mêmes, etc. Alors qu'aujourd'hui l'entreprise le fait et que de toute façon, si l'éco-organisme prend ce transport à sa charge, il va le faire payer forcément puisqu'il a vocation... Oui, mais alors, s'il y a le transport, de toute façon, ça rentrera dedans. Donc, c'est le bon sens, à mon avis, à trouver avec cet aspect transport. Excuse-moi, je reviens là-dessus, mais ça me semblait très important de le signaler. Bien, merci. Monsieur Mazet, quelles attentes? 3 attentes. 1, le maillage. Je ne vais pas vous dire 2, le maillage, 3, le maillage. Non. 1, le maillage. 2, nos entreprises. Bon, les entreprises générales, j'ai dit tout à l'heure, font déjà beaucoup de choses dans le domaine de l'économie circulaire. Et ce qu'on attend, c'est que des éco-organismes dont Valobat, c'est que ça soit encore plus performant, qu'on aille encore plus loin et de façon compétitive. Et je trouve que le fait qu'il y ait une concurrence entre les éco-organismes est de ce point de vue une bonne chose et nos entreprises regarderont ça de près. 3e point, un sujet auquel les entreprises de GF sont très attachées depuis de nombreuses années, c'est le réemploi. Donc dans la REP, il y a le volet, bien sûr, transport, traitement, etc. Il y a aussi le volet réemploi. Et là, on attend aussi de Valobat, comme des autres éco-organismes, qui soient vraiment force de proposition. Nous, on fait déjà beaucoup de choses au niveau des entreprises générales et on espère que ça va donner un coup d'accélérateur au réemploi des matériaux, qui est quand même ce qui doit venir en premier, finalement, quand on est sur un chantier. Oui. Oui, effectivement, la question du réemploi est vraiment pour nous centrale. On fera le point, d'ailleurs, ça me permet de faire un peu de publicité, jeudi prochain, ici, on fera un focus sur le réemploi. Donc, je vous retenez la date de jeudi prochain matin sur le sujet. Monsieur Bernigaud, oui. Vos attentes? Les attentes, elles sont nombreuses. On veut surtout, nous, le maillage, évidemment, mais on est aux premières loges de la solution du maillage, on l'a bien compris. Parce que potentiellement, on a 5500 points de vente qui peuvent être assujettis par la nouvelle loi. Donc, on verra ce que tout cela donnera. Mais nous, ce qu'on attend de l'éco-organisme, effectivement, que ce soit un réel partenaire, puisqu'en tant qu'intermédiaire, je l'ai déjà souligné tout à l'heure, on est vraiment entre les deux flux, donc on va être très, très sollicité. Donc on ne veut pas que la distribution et le négoce de matériaux soit un peu le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds et à qui on donne tout le sale boulot, quoi. Et voilà, donc c'est un peu on veut vraiment être en partenariat en permanence et les solutions apportées par l'éco-organisme soient des solutions fiables et pas trop contraignantes pour notre profession qui a déjà subi pas mal de contraintes, la reprise par exemple, des palettes chez certains industriels qui est arrivée un peu brutalement, chez la terre cuite en particulier. Donc tout ça, c'est énormément de place, énormément de sollicitudes, de frais générés et qui ne sont pas répercutés. Donc on veut réellement ne pas être le maillon faible dans la chaîne. Voilà. Oui, alors justement ce que vous venez de dire, ça me permet de partager une conviction de Valobat, à savoir que nous souhaitons être présents sur tout le territoire et sur tous les points de reprise. Déchetterie professionnelle, déchetterie publique quand cela sera possible, distributeurs, entrepôts des entreprises de la construction et les chantiers. Et c'est parce qu'on pense qu'on sera présent sur ces 5 canaux que ces 5 canaux vont trouver leur public, en fait, et vont trouver leur cible. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Chaque canal doit trouver son public, pas plus, pas moins. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler.
Alors, il nous reste encore un peu de temps. Moi, je propose de prendre une ou deux questions dans la salle. Et s'il y a des questions, Madame, oui. Oui, bonjour, Virginie Krohn, journaliste à batiweb.com. J'aurais des questions en fait sur les éco-contributions parce que je crois que j'ai pas très bien compris le fonctionnement. En fait, est-ce que c'est des éco-contributions qui concernent que les matériaux, que les matériaux produits? Est-ce que je pourrais avoir un petit éclairage là-dessus? Alors en fait, les éco-contributions, elles concernent les produits tels qu'ils sont vendus, on va dire dans l'état le plus proche de la manière dont ils sont mis en œuvre sur le chantier en fait. Donc ça va dépendre. Dans certains cas, ça va être un matériau en fait de base parce que c'est comme ça qu'il est mis en œuvre sur le chantier. Dans d'autres cas, ça va être un produit plus élaboré. Mais à la fin, l'ensemble des constituants du bâtiment, à un stade ou à un autre, vont s'acquitter d'une éco-contribution. Je ne sais pas si ma réponse est complètement claire. Elle est normalement pas complètement claire, parce que comme l'a dit, je crois, Eric au début, on attend encore, et là c'est l'État qui va devoir trancher, parce que ce n'est pas très facile à déterminer, quel est le produit pour certains constituants, par exemple pour des constituants de charpente, qui doit être celui qui va s'acquitter de l'éco-contribution, et donc elle va être l'acteur dans la chaîne qui va s'acquitter. Donc ça, c'est des points qui restent à préciser j'espère, dans les jours à venir. Voilà. Alors je suis un peu sourd, moi j'ai pas entendu, si on peut... Ouais. Désolée, donc on est d'accord que là, ça reste totalement le flou sur la question des éco-contributions. Non, c'est pas totalement flou. En fait, sur 80% des produits, on sait parfaitement, et d'ailleurs, les éco-organismes ont déjà élaboré des tarifications et on sait parfaitement quel est le produit. Il y a une ou deux filières pour lesquelles, d'ailleurs, ça ne nous a pas facilité la tâche, où en fait, on a aujourd'hui des tarifications qui sont élaborées soit dans une hypothèse un peu plus amont, soit dans une hypothèse un peu plus aval pour s'adapter aux deux situations en attendant que ce soit tranché. Mais pour 80% des produits, c'est clair en fait. Voilà. Oui, bonjour. Peut-être je rebondis. Ce n'est clair que pour vous, puisque vous n'avez pas le droit de nous le communiquer. Donc, Non, alors c'est vrai. C'est vrai. Bon, même si en fait l'ensemble des acteurs connaissent les sujets, voilà. Voilà. Oui, Franck respecte la loi. Peut-être je voudrais rebondir sur deux points de questionnement qui ont été là. Il y a des attentes sur le réemploi de GFBTP. Alors là-dessus, peut-être pour vous préciser ce qu'on a prévu de faire, on va travailler en deux temps, en fait, les éco-organismes sur le réemploi. D'abord, il y a des obligations qui sont dans notre cahier des charges qui vont se mettre en œuvre dès le 1er janvier 2023, qui vont être des obligations en fait, de soutien financier. Les éco-organismes, nous allons soutenir ce qu'on appelle des zones de réemploi sur tous les points d'apport volontaire. Alors, les points d'apport volontaire, c'est par exemple une déchetterie municipale, une déchetterie professionnelle. Si un acteur du réemploi veut installer une zone sur laquelle on va pouvoir ramener des matériaux ou des produits à réemployer, nous allons soutenir financièrement ce fonctionnement. Et nous avons un soutien qui est prévu également, qui consiste à financer les déchets d'une activité de réemploi. En fait, les déchets d'une activité de réemploi, finalement, c'est les invendus. Donc, ça veut dire que, et là, c'est quand même un soutien qui est assez puissant, parce que finalement, un des frais au réemploi, c'est que c'est bien de stocker des produits en espérant qu'il y a quelqu'un qui va venir les reprendre, mais bon, voilà. Et donc, les éco-organismes, nous allons, dès 2023, soutenir cette activité de manière à permettre que ça se massifie. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons élaborer avec les acteurs des plans d'action un peu plus, j'espère, puissants et profonds pour massifier ce réemploi en France. On voit aujourd'hui, moi, j'ai visité pas mal d'initiatives de réemploi, des plateformes locales à visée plutôt nationale, etc. Il y a plein de trucs qui sont en train de monter en puissance, qui marchent plus ou moins bien, qui ont besoin de soutien, il faut se le dire, logistique et économique. Et il faut qu'on trouve les bons moyens de les soutenir pour qu'elles trouvent leur viabilité financière. Donc ça va se faire en deux temps sur les réemplois. Et puis il y avait un point sur le transport. Sur le transport, je voulais juste dire là-dessus que, il faut que je me dépêche, que moi je suis assez confiant parce que nous venons d'envoyer nos appels d'offres sur ce qui concerne la collecte et la massification des déchets. Et en fait, on voit un phénomène assez intéressant qui sont que les acteurs traditionnels du déchet
et des initiatives de collecte plus conjointes sur les chantiers se mettent à répondre ensemble et à s'allier pour apporter des réponses adaptées à la réalité des chantiers. Donc moi je pense que les choses vont se faire assez naturellement. Enfin, voilà. Alors, une question Oui, sur le bonjour. réemploi. Donc c'est par rapport au réemploi, merci beaucoup pour vos éclairages. Par rapport aux structures de l'économie sociale et solidaire, elles aussi, elles peuvent être un maillage et des points d'apport volontaire importants et ça peut leur permettre de créer des emplois. Nous, on est dans le Pays Basque et on a, donc c'est l'association AIMA, on a un projet un peu de fou. Tout le monde nous dit que c'est fou, mais je voulais quand même vous en parler. On a 7000 m² constructibles autour de notre recyclerie spécialisée dans le mobilier professionnel. Et donc, on a envie de relever le défi de faire de la construction, de l'éco-construction, mais juste avec des matériaux réemployés. Donc, même essayer de démonter, de déconstruire de manière préservante des petits hangars qui auraient sur le territoire et de les reconstruire en entier avec ossature bois, ossature métal, ossature béton. Et donc, bon, c'est sur la région du Pays Basque et de la Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de M. Rousset. Bref, on a aussi besoin, si vous voulez, de travailler avec vous pour pouvoir capter des gisements intéressants pour être réemployés et montrer que réemployer des bâtiments industriels, c'est possible. Et pour l'instant, je ne crois pas que ça a été fait. Pas seulement de rénover, mais de déconstruire des bâtiments industriels et les reconstruire. Donc nous, on a besoin de conventionner avec vous en tant que structure de l'ESS. Il y a beaucoup de recycleries de matériaux de construction qui attendent aussi quelque chose de vous. Merci. Ouais, merci de votre intervention parce que ça illustre bien. En fait, on n'a pas parlé d'économie sociale et solidaire avant que vous n'interveniez, donc c'est bien. Et c'est vrai que vous êtes un maillon important sur le réemploi. Des initiatives comme la vôtre, il y en a en fait beaucoup aujourd'hui. Et donc le sujet, c'est d'arriver effectivement à les soutenir, à massifier, à faire en sorte que tout ça fonctionne. Et encore une fois, on va trouver, j'ai pas de doute là-dessus, on va trouver les recettes petit à petit pour que la mayonnaise prenne, si vous me permettez l'expression. Voilà. Oui, dernière question. Bonjour, Jean-Yves Orcel de la société SGID. Nous avons monté un concept de déchetterie du futur qu'on a appelé déchetterie 4.0, qui est suivi maintenant par la région Île-de-France dans le cadre du PIA 4. Nous avons donc sur une déchetterie du Val d'Oise une preuve de concept en cours et nous utilisons la reconnaissance de plaques minéralogiques et la blockchain pour tracer. Alors, je vous ai entendu parler de traçabilité et de transparence, ce que j'aime beaucoup. Est-ce qu'un éco-organisme comme Valobat serait prête à nous aider dans notre preuve de concept pour avancer sur cette traçabilité via la blockchain? Alors, effectivement, la traçabilité, c'est un de nos enjeux fondamentaux. Voilà, ça va commencer par le fait que tout chantier qui le souhaitera en 2023 va pouvoir conventionner, se déclarer à Valobat et donc on va pouvoir derrière avoir la traçabilité flux par flux, des tonnes, etc., des produits. Et vous le soulignez, il y a quand on parle de la filière des déchets, arriver à identifier, à noter dès la source, etc., on a besoin d'outils. Voilà, et les outils qui seront utiles, on les développera avec ceux qui les développent, bien sûr. Ouais. Oui, bonjour, j'aurais une petite question, c'est concernant les produits qui intègrent différents types de matériaux qui ne sont pas forcément séparables. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des éco-contributions, par exemple, type les panneaux sandwich? Est-ce qu'il va y avoir une contribution pour l'isolant à l'intérieur, des contributions pour les parements métalliques? Et comment ça peut se passer pour le tri et la récupération gratuite, vu qu'on ne sait pas trop encore comment faire pour les recycler? Alors ça, c'est un très beau sujet. Parce que des produits comme ceux que vous évoquez là, moi j'ai été industriel pendant quelques années et dans mon entreprise on a développé des produits en fait qui n'étaient pas conçus pour être séparés et donc qui ne se prêtent pas bien à tout ce qu'on dit là. Et donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que l'éco-conception dans les années à venir, ça va commencer par ça, c'est-à-dire qu'il y a probablement des logiques de conception qui ont été celles pour plein de bonnes raisons des dernières années qu'il va falloir repenser. Voilà. Mais alors
Voilà. Mais alors, les produits qui ont été conçus, on les a maintenant sur le marché, il va bien falloir les traiter, on les traite. Et donc, c'est difficile de répondre de manière générale, c'est au cas par cas. Il y a des choses qui sont possibles d'être séparées, d'autres qui vont être plus compliquées, et on va les traiter suivant les particularités de chacun des matériaux. Oui, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre table ronde. Peut-être un mot de conclusion, savoir, eh bien, on aura réussi si quoi pour... Il y a tellement d'inconnus encore, mais oui, bah, si effectivement les éco-organismes sont réactifs et seront assez raisonnables malgré tout sur la répercussion des coûts, puisque c'est une inquiétude de nos clients assez forte. Voilà. Entendu. Je vous propose de passer... On aura réussi, alors du point de vue des entreprises de la construction, si, comme le disait Hervé Demesse tout à l'heure, on continue à travailler différemment pour être vraiment en phase avec les attentes de la société, les enjeux de développement durable. Donc, chantiers différents, organisations différentes, conceptions différentes, on aura réussi à cette condition. Merci. On aura réussi... Donc on aura réussi si on met vraiment en place une économie circulaire dans notre pays. Le recyclage n'étant, enfin, la récupération des déchets du bâtiment n'étant qu'un des 7 piliers. Et donc j'incite, alors on parlait tout à l'heure sur l'économie circulaire, je dirais à utiliser toutes les startups qui se mettent en œuvre aujourd'hui, qui sont des assistants à maître d'ouvrage pour effectivement faire appliquer sur les nouveaux chantiers tous les principes de l'économie circulaire. Donc je suis à votre disposition pour, encore une fois, encourager ces startups. J'en dirige une, donc si vous voulez, on prend contact tout de suite. Alors pour moi, déjà on aura réussi si on ne mélange pas les deux filières de traitement, qui sont l'existant qui peut être amené à être démoli avec l'identification des produits qui sont existants. Donc ça, c'est une première filière qu'il faut traiter. Et la seconde, c'est la traçabilité des produits neufs qui sont mis en œuvre soit en rénovation, soit en construction neuve, et là qu'on peut tracer différemment. Donc là, il y a un vrai travail de bien scinder les deux axes qui ne sont pas du tout les mêmes, parce que d'un côté, on est à l'aveugle, entre guillemets, et de l'autre côté, on peut créer une traçabilité sur la durée de vie. Et à mon sens, la vraie réussite sera dans la capacité que nous aurons à définir ce qu'est la durée de vie d'un composant, la durée de vie d'un composant dans un immeuble et la durée de vie résiduelle si on veut le réemployer ou le réutiliser, et bien dissocier là aussi le réemploi de la réutilisation secondaire qui peut être sur une utilisation autre que l'emploi primaire. Eric ? On aura réussi, c'est déjà, on a beaucoup moins de dépôts sauvages. Si de 75% de déchets recyclés, on passe à 80, 85, 90, et si on a développé les points de maillage. Bien, merci. Monsieur Labatte. Je dirais un maillage efficace, territorial. Ça, c'est la première chose. Ce sera réussi. Je dirais un progrès mesurable sur la valorisation des déchets par rapport au recyclage, par rapport au réemploi. Et je dirais la cerise sur le gâteau, ce serait que l'impact soit de moins en moins important d'un point de vue financier pour l'ensemble de la filière. Bien. Merci à vous tous. Merci à vous d'être venus. Vous avez vu que dans cette responsabilité élargie du producteur, on se parle vrai. On se dit les choses très, très clairement. On identifie les sujets qui sont devant nous, des sujets très opérationnels. Des défis qu'on va relever ensemble dans les prochains mois pour faire en sorte que l'économie circulaire soit une réalité et un vecteur de croissance pour nos entreprises et pour nos acteurs. Je vous invite à poursuivre la discussion sur le stand de Valobat qui est juste là, derrière. J32 exactement. Et puis je vous donne rendez-vous aussi jeudi matin 9h30 dans ce pavillon Arena principal pour justement faire un focus sur le réemploi, sur le recyclage. Et là aussi, on aura une chaîne d'acteurs, les recycleurs, les gestionnaires de déchets, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, pour discuter réemploi et recyclage. Et on aura fait le tour complet, comme il se doit dans l'économie circulaire. Bonne journée à vous tous et merci aux intervenants d'être venus et nous avoir fait part de leur vision des choses.